Bonjour à toutes et tous, bienvenue et merci aux Libertés et aux équipes techniques de nous accueillir aujourd'hui. Je voulais remercier Christopher Natzén qui est présent avec nous aujourd'hui. C'est notre premier invité suédois d'honneur qui vient présenter son travail de recherche autour des images d'archives amateurs en Suède, puisque la Bibliothèque nationale de Suède est missionnée par l'État pour faire ce travail remarquable de recherche autour des images amateurs en Suède. Et je remercie évidemment Maria de la Cinémathèque de Bretagne qui est notre partenaire sur cette rencontre, puisque vous savez que la Cinémathèque de Bretagne est missionnée en région Bretagne pour un travail là aussi remarquable de mise au jour des archives amateurs sur ce territoire. On avait tenté une expérience l'année dernière avec Maria d'accueillir une ciné-rencontre autour des images d'amateurs taïwanaises. Ça avait été une belle réussite, tant au niveau du contenu que des retours qu'on avait eus des partenaires taïwanais notamment, qui étaient ravis de cette expérience. Et on s'est dit qu'il serait intéressant de renouveler cette expérience autour des images d'archives cette année à l'occasion de Stockholm, qui est mise à l'honneur dans le cadre du festival Travelling. Voilà. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci de votre fidélité, de votre présence. Merci de votre translation jusqu'à ici. Et merci à celles et ceux qui ont relayé cette conférence Ciné-Murmurations. Je pense à toi. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une bonne conférence en compagnie de Christopher et Maria. Et puis, rendez-vous dans les salles de cinéma et ailleurs pour célébrer le cinéma suédois dans toute sa complexité, dans toute sa diversité. Merci à vous. Bonne conférence. Merci beaucoup Fabrice pour ce mot d'accueil et merci beaucoup à vous toutes et tous d'être ici aujourd'hui. Merci bien sûr aux équipes de Travelling de nous permettre d'être là aujourd'hui et de parler un tout petit peu de ce thème que Fabrice a très bien introduit. Juste voilà quelques mots sur cette collaboration en fait avec Travelling, qui est une collaboration de longue date qui s'exprime en deux volets. On va dire un volet autour du cinéma de patrimoine. Donc j'en profite quand même de ce moment pour vous signaler la séance de dimanche 9 février à 16h30 à l'Arvor sur un film restauré récemment par la Cinémathèque française Vent debout. Donc un premier volet autour du cinéma de patrimoine, des restaurations, des redécouvertes de cinéastes ou de films importants du passé. Et un deuxième volet qui est celui du cinéma amateur. Cinéma amateur qui est la Cinémathèque de Bretagne, comme tu l'as dit Fabrice, les trois missions principales sont la collecte, la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel et cinématographique breton. Et dans ce patrimoine, le cinéma amateur occupe une place très importante puisque la Cinémathèque a été pionnière dans la collecte, en effet, dans le traitement de films amateurs dès les années 80. Donc voilà, le cinéma amateur aussi a un côté, aussi très intéressant, très beau quelque part. Il y a une certaine esthétique de ces images qui se prête aussi très bien à la thématique du voyage, parce que les films de voyage sont un sous-genre du cinéma de famille et du cinéma amateur. Et donc cette collaboration autour des images amateurs du pays mis à l'honneur, c'est quelque chose qu'on fait depuis quelque temps. Très souvent, on a donc montré des images tournées par les cinéastes amateurs dans les pays qui étaient sur lequel le festival auquel le festival dédiait son édition. Voilà. Mais on a voulu aller un peu plus loin, car souvent ces images sont des images muettes, parce que voilà, le cinéma amateur, le cinéma de famille est fait quand même de pas mal de films muets, parfois avec peu d'informations de contexte. Et donc, on a voulu exposer, un peu montrer, parler de ce contexte, de ces images, comment elles ont été créées, qui étaient les femmes et les hommes qui les ont produites, etc. Et puis développer aussi, nous-mêmes, en tant que cinémathèque régionale, une réflexion autour de cette thématique-là, les films de voyage, les films tournés dans d'autres pays et qui ont aussi parfois, faut le dire, aussi des regards un peu biaisés, sont l'expression en fait parfois aussi d'un colonialisme introjecté, etc. Donc toutes ces questions-là nous intéressaient
Et on a décidé, depuis l'année dernière, en effet, avec l'invitation de 2 chercheuses taïwanaises, on a décidé d'élargir un peu le champ de vision et de s'interroger aussi sur notre place en tant qu'archivistes locaux, comment on documente ces images, comment on les décrit, qu'est-ce qu'on peut tirer des images si on n'a pas forcément, parfois au même titre que les cinéastes qui les ont tournées, pas forcément une connaissance aussi du pays dans lequel ils ont été tournés. Donc, d'où l'idée de cette ciné-conférence aujourd'hui, une ciné-rencontre qui s'appelle Murmurations, les films amateurs d'ici et d'ailleurs. Je remercie beaucoup Christopher Natzén de la bibliothèque nationale de Suède à Stockholm. Christopher, il est en charge du développement de la recherche au sein de cette institution qui s'occupe en effet depuis plusieurs années de la collecte et de la sauvegarde, de la valorisation de ces images. Il vous en dira plus sur son rôle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Research strategist, on a voulu le traduire par chargé au développement de la recherche. Et juste un dernier mot sur le titre, donc Murmurations. Je ne sais pas si vous avez pu lire dans la présentation du film. En fait, on a emprunté cette métaphore à Paolo Caneppele, qui est un historien et un responsable des collections non-films au Film Museum de Vienne. Et en fait, il compare le phénomène du cinéma amateur au murmuration. Donc, je pense qu'en français aussi, on dit murmuration, mais c'est peut-être pas très répandu. C'est les nuages d'oiseaux migratoires qui se créent dans le ciel, qui créent des belles chorégraphies dans le ciel, pour justement souligner cet aspect du cinéma amateur, de la complexité d'un ensemble, d'un mouvement en fait qui poursuit les mêmes objectifs, comme il le dit Paolo Caneppele, mais en même temps il y a plein de vies d'hommes et de femmes, et donc c'est aussi une perspective quelque part humaniste autour du cinéma amateur et qui vise à reconstruire et à donner l'importance à ces films en lien avec la filmographie du cinéaste qui a pu tourner ces images, même si elles ont été tournées ailleurs, parce que quelque part, il y a quelque chose du regard du cinéaste dans ces images. Je ne vous en dis pas plus et je laisse la parole à Christopher Natzén de la Kungliga bibliothèque. Et je remercie beaucoup aussi Nathalie qui assurera la traduction simultanée consécutive, de cette rencontre. Merci. Okay, thank you for those words. And before I start, I think I will introduce myself a little bit more, but very, very short, very brief. What I'm doing at work is a good question, a difficult one, maybe, I don't know. The National Library of Sweden is a state agency. So when the government decides that Swedish research nationally should go in a certain direction, it's my responsibility at the university, at the National Library, that they follow what the government have decided. And we have elections every 4 years, so that changes every 4 years what we should focus on. And I should also say that I take this talk in English, but I do understand French. So when we come to a Q&A later on, you can ask me questions in French. And Natalie here also to help me for the particularities. And I'm also told that a friend of mine told me for a couple of years ago that I look quite angry when I'm holding a speech or talking. So I was actually complaining to him that I don't receive any questions after I have been holding a presentation. And then he told me that, well, you look so angry every single time, so no one dares to ask you a question. I'm super happy to be here, so you know that before I start. And I'm looking forward to all questions, and don't be afraid to ask me questions, even if I might look a little bit angry when I'm talking. And also to you, Maria and Natalie. I'm not. So, yeah.
Donc bonjour, je vous remercie de m'accueillir, donc Christopher aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être là parmi vous. Donc voilà, pour décrire mon travail, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Donc au sein de la Bibliothèque nationale, nous sommes en fait missionnés par le gouvernement qui lui change tous les 4 ans en fait. Donc leur directive change aussi tous les 4 ans. Donc, on doit suivre un peu cette orientation, ce cheminement souhaité par l'État, vu qu'il s'agit d'une institution de l'État. Donc, voilà, mon travail suit un peu ces orientations et je vais vous le présenter tout de suite. Il y aura une petite session de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions en français, sans souci. Je comprends le français et puis sinon il y aura le lien voilà, pour la compréhension. Un ami il y a quelques années disait que quand je faisais des discours ou des présentations comme ça, j'avais toujours l'air assez fermé, un peu en colère. Et moi, je me plaignais toujours de jamais avoir de questions pendant mes conférences. Et mon ami disait, mais c'est parce que tu as toujours l'air en colère. Mais non, donc je vous rassure, je ne suis pas en colère. Je suis très, très heureux d'être là et j'accueillerai avec plaisir vos commentaires et vos questions à la fin de la séance. So, I'm very happy to help you talking about our collections. It's not that often that I get the opportunity to do that. So when Maria asked me if I could join here, I responded quite fast on the email saying, yeah, of course I can come. And I was thinking of kicking off with just showing a film without saying that much about it. I will talk about it afterwards. And it's a silent. It doesn't have any voiceover or anything. It's a silent film from the 1930s. Donc, on va démarrer avec une vidéo muette qui date des années 30. Voilà, donc c'est assez rare d'avoir l'occasion de parler de mon travail. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir le faire. Et donc, on va lancer cette session avec une courte vidéo. And this one has actually English subtitles or intertitles. Sorry. Donc, il y a des titres en anglais pendant la vidéo.
So, the film is from a collection at the National Library of Sweden, Hugo Ullstrand's collection. It's from a family that emigrated to the United States and in 1931 and 32 made a trip to Europe. One question one can ask is, why do I show a film with just buildings, famous buildings of Paris? And actually, it's what this whole presentation, what Maria started off with, is all about. If one starts to scratch on this kind of tourist images, even this with the famous buildings and so forth, they are really, really interesting when it comes to the history and what's happening, and exactly because they are amateur films. It's not professional. This, of course, Hugo Ullstrand's family had money. It's almost looks like a documentary. But it's the ordinary life that comes forward. And this here and elsewhere, you as a French audience might have see something in these images, but me, coming from Sweden, see these images in a different way. And this sort of different ways of looking at these images is what we're going to talk about in this talk. Donc, les images que vous venez de voir ont donc été collectées par la Bibliothèque nationale de Suède. Ce sont des images enregistrées par une famille qui avait émigré aux États-Unis dans les années 31-32 et qui ont fait un voyage en Europe. Donc, ce sont des images très intéressantes parce que vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir des vieux bâtiments, des choses comme ça dans Paris, mais en fait, c'est très intéressant parce que ça permet de contextualiser cette notion de ici et d'ailleurs, parce que les images que eux voyaient, les images que vous voyez en tant que Français, vous voyez des images de Paris, et les images que moi je vois en tant que Suédois, le regard n'est pas du tout le même. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait, c'est de mettre en conjonction tous ces regards différents qui partent d'une même image amateur. So I picked films from our collections. It's images of both France and especially from Brittany and from Stockholm. And also screening one of the films that you have at your Cinémathèque, which is super interesting if you're from Sweden. But for you, I'm almost 100% sure that for you it's just like images of boring buildings in Stockholm. But for me, as a Swede growing up in Stockholm, living there still, I will probably die there also. Those images are super interesting. I'm coming to them. But our journey then you need to get some background of a Swedish context when it comes to these kind of collections. They are a little bit different from, I know for certain that it's different from here in France. And then start to discuss this periodicity d'ailleurs. But then I also will show how you can access these films. We are working closely with the Swedish Film Institute to make these amateur films available to the broader public. But then also, are these images really that innocent? Every single film that you see, its history is being written also as they are filmed. So I have two films that shows history actually, and there's also this far and near. We know in those images what will happen today when we see them. When they were filmed, they didn't know what was coming. And then wrap it up with the analog, because all of these films were analog made, and the difficulties with these kind of films today when we are in a digital world. We get way too much material.
Donc là, vous avez vu un exemple de film que nous avions dans notre collection. Vous en avez également de très intéressantes dans votre cinémathèque, notamment un film sur Stockholm, ville où je suis née, j'ai grandi et où je mourrai peut-être même un jour. Mais en tout cas, le regard que vous avez est différent du mien et il m'est très intéressant en fait de voir ces films sur Stockholm. Voilà, ça permet un regard différent. Donc aujourd'hui, on va surtout, on va voir plusieurs choses. On va notamment parler du contexte suédois, comment ça s'ancre dans le contexte suédois, toutes ces images et toute cette recherche. On va ensuite parler de comment est-ce qu'on décrit les images d'ici d'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie quand on les regarde. On va discuter de l'accès à ces films amateurs. Un grand travail a été fait avec l'Institut du film suédois. Donc nous avons beaucoup collaboré avec eux afin de garantir un meilleur accès à tous ces films. On peut ensuite se poser la question de est-ce que ces films sont vraiment si anodins que ça en fait, parce que en les filmant, les gens étaient en train de d'écrire une histoire, de créer l'histoire en fait. Donc en filmant, sans le savoir, ils écrivaient l'histoire. Et donc ça, c'est un aspect très intéressant à analyser. Et dernier point que nous allons voir, c'est la notion d'analogique versus numérique, parce que effectivement, de nos jours, avec les avancées numériques, on a une disponibilité, un amas de films très très important, et donc on va essayer de voir un peu ce distinguo entre l'analogique versus le numérique. So in Sweden, this kind of collections is very centralized, and we are also fairly late in the game in collecting these kind of films. The three big audiovisual archives in Sweden is the Swedish Film Institute. They are focused on feature films. They have the public broadcaster, Swedish television, that have in their archives obviously the television, but also radio. While then the National Library of Sweden, we have also a lot of television. Since 1979, we receive all television also and radio. But we also have a huge collection. Actually, we are the biggest institution in Sweden when it comes to non-feature films and amateur films. But, and there's a big but here, we are talking about the amateur films here today. The National Library, I need to confess, although it's a bit embarrassing, we are amateur in this field. We started our journey when it comes to work in the amateur films in 2010. It's 15 years ago. You started to collect here in Britain in the 1980s, I learned. And in general, Sweden was quite late in this. But like happens sometimes in Sweden, we are talking, nothing is happening, and then someone makes a decision, and then we go full force to do it, not thinking twice if it's the correct way or not. So actually it was the Swedish Film Institute that started, but then after government decision in 2009, the amateur film collections moved to the National Library of Sweden. And why I'm saying that they are amateur, okay, we got the infrastructure and the technical equipment to work with that, and we got also some staff from the Swedish Film Institute. The National Library of Sweden, the whole organization in the building, the culture inside the building is to work with documents and manuscripts. And we have been doing that we have been doing that for 400 years. Maybe you want to. Donc il y a 3 différentes institutions, si on peut dire, en Suède qui centralisent cette collecte de films, de vidéos. Donc il y a tout d'abord l'Institut du film suédois qui va notamment collecter tout ce qui est et sauvegarder tout ce qui est long métrage.
Ensuite, le centre de diffusion télévisuelle et radiophonique public de Suède, donc qui recense toutes les archives de radio et de télévision. Et ensuite, nous, à la Bibliothèque nationale, historiquement, nous travaillons plutôt avec des documents, des manuscrits. Nous faisons ça depuis 400 ans. C'était notre habitude. Et du coup, nous-mêmes ne sommes qu'amateurs, si je puis dire, dans la collecte et le travail de vidéos amateurs, puisque nous n'avons commencé qu'en 2010 à travailler là-dessus, suite au souhait du gouvernement de réorienter un peu sa politique de collecte de vidéos. Donc, nous ne travaillons dessus que depuis très peu de temps. Pourtant, nous avons réussi à récupérer tout l'équipement, le matériel, le personnel nécessaire et qualifié pour traiter toutes ces vidéos. Mais voilà, c'est relativement nouveau quand même par rapport à vous en Bretagne, par exemple, qui collectez depuis les années 80. Nous sommes quand même assez novices là-dedans à la Bibliothèque de Suède. Vous savez, chez les Suédois, on parle pendant très longtemps, aucune décision n'est prise, et puis tout à coup, hop, une décision est prise, et puis on fonce. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait, on a foncé. So in 2002, the journey of collecting these kind of films, the amateur films, started for real with the establishment of the Grängesberg archive. This is when we're sort of putting the spade in the earth to build it. It's actually in my old mining community in the middle of Sweden. So it was truly a political decision to put it there because they closed the mine, so they need to put something else there. So they put the archive for non-feature films there. What you have in the image here is the woman in black is the then culture minister. And the woman in a dress, she always with a dress, is the former head of the Film Institute, Swedish Film Institute, and then it's the head of the community up there. Donc ici, vous avez quelques images du premier coup de pelle, si vous voulez, des archives pour tout ce qui était non-long métrage, donc à Grängesberg. Vous avez ici donc la dame en noir qui était à l'époque ministre de la Culture, la dame en robe qui était la directrice de l'Institut du film suédois, et la dame tout à gauche en blanc qui est donc devenue la directrice de cette archive. Donc tout cela a commencé vraiment en 2002 où ce processus d'archivage a démarré à Grängesberg. And the focus of the archives was to collect shorts, documentaries, information films, newsreels, industrial films, and other non-feature films, and of course amateur films. The common denominator here was that it should reflect as the Swedish society in transformation over the years. The government had realized that this heritage is getting lost. We have photographs and so forth, but the moving images is disappearing as they were speaking. So then they sort of just decided, okay, we need to do something and start to collecting them. Donc là, le but de ces archives était de collecter donc plusieurs types de films, notamment les courts-métrages, des documentaires, des films informatifs, des films industriels et des films amateurs, tous ayant le même dénominateur commun qui était de refléter la société suédoise et sa transformation au fil des années. Donc le gouvernement se rendait compte que l'histoire s'écrivait, mais on la perdait au fur et à mesure. Et donc il était important justement de la sauvegarder, de la collecter et de faire en sorte de ne plus la perdre. And for anyone who's been working with film and film archives, it was this situation that the government wanted to
amend, so to speak. This is the images to the left is from a donation that we received. Like often happens, you get a call or an email, or maybe more common, a handwritten letter from an old couple. We have these films. So this is the state. There's nothing strange about it. So what the government wanted to do, save these films and put them in proper storage. Donc là, vous avez quelques images des archives. Les deux images de gauche donc étaient tout au début de la période de donation, de dons, de récupération des différentes vidéos. Donc on recevait voilà, des mails, des courriers, beaucoup de couples de personnes âgées qui envoyaient des lettres écrites avec leur film à donner. Donc voilà, donc la volonté du gouvernement était vraiment de récupérer tout cela, de collecter, de les traiter. Et donc vous avez sur l'image de droite le résultat de tout ce travail qui a été fait dans les archives pour sauvegarder toute cette histoire. And as I said, when in Sweden we talk, and then we do it full force. It went up to the public, an announcement: donate your films, get a DVD with the films for free. You can imagine how much films we got. We were struggling 18 years to digitize making a DVD copy, and when we were finished in 2020, almost the DVD as a source of showing images were getting out of the market. But that was the contract. So we were actually making DVDs for these films. But doing this in this centralized way, we got an enormous amount of amateur films this way. And it really made an impact. So in one sense, the mission to do it all over became quite costly. It was a good solution, and since it was the Film Institute that started, and then the National Library took over, we also had the resources to do this. The government just said, do it, and here is your funding for it. I'm going to now show a film from Erik Johansson's collection. I don't know more about this family. They are in 1970s doing a trip to Brittany. For me, these images are just like the images that I started, the film that I started with from Paris, with just buildings, streets. Some family members pass by, and that's quite a common thing in these films, to make the films a little bit more lively. They ask the kids, the mom or dad, to walk by the camera in the street. Also in one way too, when we get home, to show it to their relatives and friends that we were here. And also quite often is showing the leisure activities. But there is more to these images that we will talk about also. Donc pour motiver un peu cette collecte de données cinématographiques, le gouvernement a fait une proposition à sa population et leur disait, donc en 2002, ils ont proposé si les personnes faisaient don de leurs films, ils recevraient en retour un DVD avec les films donc enregistrés. Il y a eu un tel engouement que ça leur a pris 18 ans pour réussir à enregistrer tous ces films sur des supports DVD. Donc, arrivé en 2020, autant vous dire que les DVD n'étaient presque plus d'actualité, mais en tout cas, les familles étaient quand même contentes de récupérer leurs supports avec les anciens films qu'ils avaient donnés. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo similaire en format à ce que vous avez vu au début sur les images de Paris, mais cette fois-ci en Bretagne. Donc c'est une famille qui est venue passer des vacances en Bretagne. Donc vous allez voir que il y a beaucoup d'images de bâtiments, de rues. Parfois vous allez voir une personne de la famille qui traverse la rue, voilà, pour dire j'étais là, j'ai fait ça. Quand ils revenaient dans leur famille pour pouvoir montrer
aux autres, regardez, j'étais là, j'ai fait ça, quelques activités de loisirs aussi, vous verrez au passage. Donc voilà, nous allons regarder ce film-là. The clip is very long, and to save time, it just continues like that the entire journey. Donc c'était juste un extrait, voilà, pour gagner un peu de temps, on va couper ici, mais voilà, ça continue de la sorte avec des bâtiments, des rues, comme ça. But what's really interesting is this also. It's not that I haven't tried to find films with voiceover and so forth, but most often these films they don't have a soundtrack. So there's no voiceover. So we as an audience, and we are looking at these images, are forced to interpret the images ourselves. There's no guiding voice what we are seeing and what we are looking at, which enforces this ici and elsewhere even further, which means it's even stronger. And I was now planning to show 2 short clips, and also these films are also, it's like they're a hobby almost to do these films. Some of the private filmmakers, the amateur filmmakers, put a lot of effort into their films to make them look real. So this next clip is an example of someone who actually made his own map of France and describing how they are traveling through France. Donc, comme vous l'avez vu, la plupart de ces films sont muets. Donc, il n'y a pas de voix off qui nous guide, qui nous décrit ce qu'on voit. C'est à nous, en tant que visionneurs, d'interpréter ce qui se passe, de nous faire notre propre idée de ce que les personnes s'y figurant ont vécu. Et donc, ça renforce cette idée d'ici ou d'ailleurs, en fait, de près, de loin. Donc, ça renforce un peu cette notion d'interprétation des images en fonction de qui les regarde. Donc, j'ai 2 autres petits clip à vous montrer, et vous verrez d'ailleurs que le prochain, c'est une personne qui a vraiment fait l'effort de faire une belle vidéo, ce que lui considérait être une belle vidéo. Il a créé sa propre carte de France pendant son voyage, et il avait vraiment à cœur d'en faire quelque chose de bien. For me, when I look on these images, it becomes some certain kind of voyeurism. I couldn't tell you much more about its images, really. It's buildings from Brittany. I could tell you about the people, the family behind the collections and so forth, but I can't really give you any deeper meaning of the images. I don't feel anything really for these images. But I can't say a lot more about these images. So in this film, it's going to be the opposite. For you, these images doesn't mean... It means for saying that the previous images for me means for you here. I'll leave it there, and then I will talk more. Donc les images que vous venez de voir de Saint-Malo, moi personnellement, je n'en tire pas de signification plus profonde que la vision voilà, assez superficielle que j'en ai. Vous, par contre, en tirerez peut-être plus de signification, des souvenirs, etc. Là, le prochain extrait que je vais vous montrer m'affecte moi autant que peut-être la vidéo de Saint-Malo vous a affecté vous. Donc c'est une autre preuve de cette notion de regard dont je vous parlais tout à l'heure. So this film then is from Ciné-conférence de Bretagne, and when Maria showed it to me, I got really excited about it. I've seen these buildings every single week, but not in this way, really. And for you, it's just filming buildings. But I'm seeing something completely different with these images. So I will just let this roll first.
Donc c'est un extrait qui vient de la Cinémathèque de Bretagne, qui ont été filmés en Suède. Et là, en l'occurrence, c'est un bâtiment que je vois tous les jours. Plus de la même façon, il n'existe plus de la même façon, mais c'est quelque chose que je vois tous les jours et du coup, ça me touche. J'étais vraiment très, très heureux de voir cet extrait. Et donc, je souhaite la partager avec vous. So we'll see the first 4 or 5 minutes of it. On va regarder 4-5 minutes. So I will stop there, and then I will show you actually what I was seeing. I was seeing this. I need to point it out if this. Yeah, the building that you saw in the images is this one up in the left corner. Donc le bâtiment que vous avez vu dans la vidéo, c'est celle tout en haut à gauche, dans le coin en haut à gauche. And it's during the destruction and rebuilding of the city center of Stockholm. They tore down the major part of the city center and built a new modern city center, which was then actually Sweden and Swedish politicians and Stockholm politicians in particular very, very proud of. So if they had visitors and so forth, they were pointing them towards this new buildings. But it was a huge controversy that they tore down the entire city center. The only buildings that survived is, let me see, the church survived. That building next to the church survived, and that building survived. Everything else disappeared. Donc là, vous avez des images montrant la phase de démolition et de reconstruction du centre-ville de Stockholm. Donc c'était une grande fierté pour les politiques de l'époque que de dire qu'ils allaient moderniser et reconstruire le centre-ville. Les seuls bâtiments qui ont survécu à cette reconstruction sont l'église, que vous voyez en haut à gauche, le bâtiment juste en face et celui tout en bas à droite. Voilà, ce sont les seuls qui ont survécu à cette modernisation du centre-ville. And the image to the right is actually how it looked in that area where the first building that were in the amateur film, what it looked like. Donc là, vous avez à droite une image de ce à quoi ressemblait le quartier que vous avez vu précédemment dans la vidéo. And to give you some numbers, how much was destroyed in Sweden during these years, 55 to 75, a total of approximately 40% of the town's older buildings were demolished. 32 to 40,000 buildings from the 19th century, roughly 100,000 apartments before 1900, and in the city center of Stockholm, 50% of the buildings were demolished. It came to stop when they tried to build a new metro station. I can show you on the map. Up here to the right is a square with a lot of elms. And they wanted to tear down or cut down the elm trees to build a metro station. So it became famous. It's still famous and known as the Battle of the Elms. Sounds like Lord of the Rings, something like that. But then it's sort of the people of Stockholm had enough of this. Donc juste quelques chiffres sur cette période de démolition qui a eu lieu au centre-ville de Stockholm entre 55 et 75. Donc au total, 40% des bâtiments anciens de la ville ont été détruits. 30 à 40 000 bâtiments datant du 19e ont été détruits et environ 100 000 appartements datant d'avant 1900 ont également été détruits dans ce centre-ville, représentant au total à peu près 50% du centre-ville de Stockholm. Et donc, ça s'est poursuivi, cette phase de démolition et de reconstruction, jusqu'à ce que la ville ait souhaité démolir tout un square très arboré au nord de la ville pour y construire une nouvelle station de métro.
Et là, du coup, la population s'est soulevée, en a eu marre de toute cette destruction, et du coup, y a mis un stop afin de préserver ce dernier square qui n'avait pas encore été touché, entouré d'arbres. Et donc, ça a été vraiment le tournant. C'était lors de cette volonté de créer une nouvelle station de métro et de démolir encore, notamment un endroit naturel, arboré. Et là, la population a dit non. Donc, c'est là que ça s'est arrêté. So that was the whole of that history came back to me when I saw these images. But it's not this disease there between different countries, but also within countries. This I will not show any clip from, but it's from a project we had at the National Library. For in this collection of amateur films, we also have a lot of films that are showing the Sami community. And the Sami community is, the Sami people is an indigenous people of Sweden and Norway, Finland, and also part of Russia. And we have a lot of these films with descriptions of the films from the 1960s. Donc, pour revenir un peu à cette notion d'ici et d'ailleurs, ça peut s'appliquer, donc, comme on l'a vu, à d'autres pays, hein, quand les gens partaient en voyage dans d'autres pays, mais ça peut être aussi au sein du même pays, cette notion d'ailleurs, parce que on s'est intéressé à la Bibliothèque nationale à des images qui nous sommes parvenues du peuple Sami, qui est un peuple indigène suédois, également d'une partie de la Norvège, d'une partie de la Finlande et d'une partie même de la Russie. Donc c'est un peuple indigène, et donc on a reçu des images à traiter de ce peuple qui nous ont beaucoup rappelé cette notion très importante d'ici et d'ailleurs. And it's almost like a thought that we are having this talk today, because actually today is the Sami National Day. It's actually today. But what we did was, here it says sammanfattning, this summary. This is what we had as a description of the film. Reindeers, kåta, the tent that the Sami population, some of the population used back in 2006. And then they have Sami people on skis. And actually, for me, when I see these images, yes, that is what was there. But we teamed up with the Sami community to look on these films once again with their eyes, what they saw. And this is the description for this film that they produced. What we had before, we didn't even knew where to place the film. Up north, somewhere there. And doesn't sound so nice, but that is sort of what we knew. And since half of Sweden is sort of up north, it's not good enough. But through the descriptions of the clothes that the men on skis in the film had, they actually managed to narrow it down to it's somewhere in this region that this film is shot. So it's also this notion of this idea of voyeurism. For us, it was we were looking into something that we did not understand. It's a real issue for us as archive, a national library, that we are struggling with all the time. We need to sort of, people come to us to trust the sources. And when we can't even understand the films ourselves, we are actually in trouble. Donc c'est intéressant qu'on parle de la population Sami aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est la journée nationale du peuple Sami en Suède. Donc voilà, c'est un petit aparté. Donc on a reçu, comme je vous disais, des vidéos du peuple Sami. Il y a eu des résumés qui ont été faits de ces films, donc par les institutions qui les ont reçus. Le premier résumé, c'est les deux petites lignes que vous avez tout en haut, et donc ça décrit juste quelques mots, des rennes, une tente et Monsieur Sami sur des skis.
Donc ça, c'était un descriptif externe. Ensuite, après avoir montré ces vidéos à des personnes appartenant à cette population, avoir discuté avec eux, vous avez en dessous la description faite par le peuple lui-même. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus extensif que les 3 simples mots qui ont été faits d'un point de vue externe. Donc vous avez le résumé externe et le résumé vraiment interne à la population, et donc on voit vraiment cette divergence d'explication en fait. Quand on prend le point de vue intérieur, on se rend compte de la complexité des images qu'elles contiennent. On a pu, en discutant avec ce peuple, localiser un peu mieux leur lieu de vie, en fait, parce que pour nous, le peuple sami, eh bien, ils habitaient dans le nord. Sauf que bon, en Suède, le nord, ça représente beaucoup de choses. La moitié de la Suède, c'est le nord. Donc, on souhaitait vraiment être beaucoup plus précis dans cette localisation, et donc ça nous a permis de bien mieux situer grâce aux explications, aux descriptifs, aux vêtements portés par les populations. Ça nous a permis de beaucoup mieux contextualiser ces images. So you see under the maps there stands filmarkivet.se, and has been on some other slides also. It's the way to end up if you want to see this kind of parts of this kind of collections that we have. It's a collaboration between us, Swedish Film Institute, National Library of Sweden, and the Swedish Film Institute. And it's completely free and open, so you guys can surf in here. It's not only amateur films, it's every kind of films that we have at the non-feature film archive. Today it's roughly 2,000 films that are here. Donc vous avez ici la plateforme Filmarkivet, qui est en fait le fruit d'une collaboration entre nous-mêmes à la Bibliothèque nationale et l'Institut du film suédois. Donc nous avons créé cette plateforme qui centralise à peu près 2000 films différents, pas forcément amateurs, mais dans tous les cas pas de long métrage. Voilà, donc c'est la plateforme qui a été mise en place pour permettre un accès libre et gratuit à toutes ces ressources. This I will not say that long say so much about. It's just the journey, how we ended up with this kind of this site. It was actually a pre-start already in 2003. Launched a site called Journal Digital when it was very, very new. This site does not exist any longer. It was the Swedish television then and the then state agency SLBA who started that. Donc, la toute première plateforme avait été créée en 2003. Elle n'existe plus maintenant, mais en tout cas, c'était le début de cette collaboration qui a depuis évolué, qui était au début gérée par l'Institut suédois télévisuel. Voilà, donc il a depuis évolué et on a pu y rajouter beaucoup de documentation. It's been in existence since 2011, and it still today has roughly 600,000 unique visitors each year. Here is just also an image setting this big free in context that the Swedish government have really pushed for, that the National Library should take responsibility of these non-feature collections. So this happened 15 years ago. Donc, il y a à peu près 15 ans, le gouvernement a vraiment poussé la Bibliothèque nationale à s'engager dans cette collecte et ce recensement des films et sa mise en ligne via la plateforme Filmarkivet, qui est donc disponible depuis 2011 à peu près. Il y a un passage d'environ 600 000 personnes tous les ans qui viennent consulter toutes les ressources qui s'y trouvent. And just two quick images about this is the most popular way into the collections is the map. If you have been into Denmark on film, their site, it looks very, very similar to ours. And that is true. We actually took the idea from them and copied them.
So you can zoom into the map and click on the film straight away. And we have tagged also 4 films around the world that we have. For example, the films I showed of France here. Donc la façon la plus simple de retrouver un film, c'est via la carte en fait, qu'elle soit là européenne ou plus précisément suédoise. Donc vous pouvez cliquer sur la localisation qui vous intéresse pour retrouver tous les films liés à cette localisation. Si vous avez déjà été voir sur les plateformes danoises et finlandaises, vous verrez que c'est très similaire et c'est pas anodin, c'est parce qu'on a clairement copié leur processus et leur format de plateforme. Donc on a repris un peu leur façon de faire et on l'a appliqué à nos propres extraits. Donc voilà, avec ces cartes, vous pouvez retrouver toute une panoplie de vidéos qui nous ont été transmises. So, how innocent is this images then? I will show you two clips. First one, I will cut a little bit short because I want to open so that I have time for questions and so forth. But this is, for me, it's when Sweden stopped driving on the left side of a road to follow the rest of Europe. So it happened on 3rd September 1967. And we have a lot of films about this. There was a huge governmental effort from the government to tell every person in the public what is happening on 3rd September 1967. But there's very little amateur films about this. This is actually the only one that I have found, or we have found at the National Library. And it's more sort of laid-back approach to it, just being out in a city, showing what's happening and so forth. So I was just going to show you a short clip of it, because you can also see it in that filmarkivet.se afterwards. Donc j'ai 2 extraits à vous montrer pour parler un peu de cette idée de est-ce que les vidéos amateurs sont vraiment si anodines que ça. Alors là, en l'occurrence, la première, c'est en 67, septembre 67, au moment où la Suède a pris la décision de passer la conduite à droite. Pour s'aligner sur le reste de l'Europe. Avant, elle conduisait à gauche, et donc ce passage à droite au niveau de la circulation a donc été documenté assez peu finalement dans les vidéos amateurs, mais du coup on en a quand même quelques-unes au sein de la bibliothèque nationale qui sont très intéressantes à voir, du coup ce point de vue amateur en fait de ce grand changement qui a eu lieu à la fin des années 60. Test, drive on the right side. Donc c'était conduisez à droite, le panneau. Yeah, that's on Filmarkivet, so you can see continue to see the rest there. Because I want to show in the entirety here, or the entirety of the clip I have, it's a longer version on it at the filmarkivet.se, this film. Also this about the distance in time. We know more about what's happening after this images is taken than
the family that's on vacation doing a road trip through Europe. It's a family where Harry von Eckermann's collection is from a family that obviously has still have a substantial amount of money. They make a road trip from Sweden down to Rome in the spring of 1939. And there's a lot of images of the autobahns, and you can also see the ordinary German society. For them, it's just a tourist film. They're all traveling, but the images are telling us here today in 2025 a different story. And then at the end of the film, there was something we didn't know. They are on a racetrack, and suddenly in the images Mussolini turns up. So the film ends there. Donc, je vais vous montrer un deuxième extrait. La vidéo complète est disponible sur la plateforme, mais il s'agit d'une famille suédoise qui a fait un road trip partant de la Suède en allant jusqu'à Rome. Donc, ils ont fait ce voyage en avril-mai 1939. Et donc, c'est une fois de plus une preuve que voilà, donc les personnes qui filmaient forcément ne savaient pas ce qui allait arriver. Nous, on sait ce qui allait arriver. Donc, avec notre point de vue, notre connaissance historique de ce qui allait arriver quelques mois plus tard, on peut avoir un regard différent sur ces images. Eux tournaient de simples vidéos de leurs vacances, de leur road trip jusqu'en Italie. Et donc, ils sont passés notamment par l'Allemagne, et donc il y a voilà, des plans de l'Allemagne à cette époque-là, que nous pouvons analyser d'une certaine façon avec maintenant les connaissances que l'on a de ce qui s'est passé juste après. Et notamment, à la toute fin de la vidéo, il se retrouve sur un circuit de course de voitures, et le dernier plan, Mussolini traverse le circuit. Donc voilà, pour eux c'était anodin, c'était un homme qui traversait, mais nous, avec notre vision du présent en 2025, ça prend une toute autre tournure.
So I'm reaching the end here. Just very briefly then about this analog versus the digital. It's a huge problem for us that people are making most of their films now by digital means. Actually, it's almost a bigger mess now when it comes to, for us as a national library, to what we should do about this film. Okay, we can, one thing to preserve the digital files and to migrate them to new formats and so forth. But how should anyone find these films? The searchability of it. When it comes to the analog collection and so forth, you still have personally or a group of people, you have a chance at least to get an overall understanding of the collections, and you have actually time to see most of the films also. You get a better understanding of the collections. When it comes to, as a USB stick can contain a lot of films. So it becomes a nightmare to sort of sort out what is what. Donc pour parler un peu de cette divergence analogique versus numérique, donc c'est en fait assez compliqué pour nous à la Bibliothèque nationale de gérer cet énorme flux, cette énorme arrivée de ressources numériques de nos jours. C'était presque plus facile de gérer les formats analogiques. On avait au moins plus possibilité d'avoir une meilleure vision d'ensemble en fait des ressources qui nous étaient fournies, alors que maintenant comment faire le tri entre toutes ces heures et ces heures de vidéos qui peuvent être présentées dans une petite clé USB en fait. C'est tellement facile maintenant de filmer des heures de vie. Comment faire le tri de tout cela et donner un sens en fait à ce que l'on reçoit. So what we have done is starting to 6 years ago, we started to work with artificial intelligence to make the AI to help us with the descriptions of the objects, so to speak. And it's turned out very successful. We haven't moved into moving images yet, but we have gone into photographs. So this is a formal collection of postcards that we have. And that you can actually access it there. It's open and try it out. And it has resulted that we now, as a National Library, almost like a surprise to the government, is leading the AI development in Sweden now on AI models in the Swedish language. So the models we are doing for Swedish is actually, we are beating Google and Meet and those kind of models. And the government likes this, of course, we are a state agency, so then we have also control of the data and so forth. And it's because we are a national library, we have the data, we have collected, and there's the duty deposit law, etc. So we get all the data that the big companies really want, but we don't get it. Donc on a commencé il y a à peu près 6 ans à travailler avec les intelligences artificielles pour essayer d'améliorer ces fonctions de recherche sur notre plateforme, pour essayer de rendre les choses plus facilement accessibles et d'améliorer ces fonctions de recherche. Donc on a commencé tout d'abord avec tout ce qui était inanimé, donc là tout ce qui était images, cartes postales. Donc ça a grandement aidé les fonctions de recherche, donc en nous basant sur ces modèles d'IA. Donc, plus de 17 000 cartes postales ont été recensées et analysées via cette IA pour améliorer les fonctions de recherche. Le gouvernement, vu que la Bibliothèque nationale est une institution gouvernementale, donc gérée par l'État, elle souhaite aussi
bien pouvoir gérer et garder le contrôle sur toutes les données donc de vidéos, de ressources en mouvement qu'elle a également. Et du coup, voilà, essayer de développer avec parcimonie, mais voilà, tout en gardant le contrôle, oui, sur ces données, mais en utilisant des formes d'intelligence artificielle pour faciliter un peu la tâche. And with that, I was just going to end with a very short clip to end the journey here in Rennes. It was actually the only one I found in our collections that have images from here. And before I start, I just want to thank Natalie. I know enough French, so I know that you have really translated very, very well. Donc, j'ai un dernier extrait à vous montrer, donc sur la ville de Rennes, qui vous parlera sans aucun doute. On en arrive à la fin de cette conférence, donc on va terminer avec cet extrait-là. Donc, je vous remercie en tout cas d'avance pour toute votre attention. So I will just start it, and then I will jump a little bit so we can save the time. But because the film ends this excerpt ends in Rennes. Vi gör vår entré i Frankrike längst upp i norr. Och den första stad vi kommer till är Calais, där vi naturligtvis beser den berömda. Rennes är huvudstad i Bretagne. Där besöker vi bland annat den vackra Taborparken. I blommor igenkänner vi djurkretsens tecken. Här ser vi kräftan, tvillingarna, vågen, oxen, skorpionen. That was it for me. Thank you. C'est tout pour moi, je vous remercie. Merci beaucoup, Christopher, pour cette présentation et ce voyage en images en Bretagne, en France, en Suède et en Europe. C'est vrai que le regard caméra de Mussolini, c'est quand même quelque chose. Et voilà, moi, je vous laisse la parole pour des questions, si vous en avez. Il y en a une. Peut-être mieux avec le micro. Merci. Et je voulais savoir comment on fait si un réalisateur, par exemple, va faire un travail sur le super tourisme au Mont-Saint-Michel et décide de trouver cette archive sur le Mont-Saint-Michel intéressante pour son film. Comment fait-il pour y accéder? Est-ce que c'est payant? Dans quelle qualité on peut avoir? Est-ce que vous rémunérez? Est-ce que vous payez les ayants droit qui ont déposé les copies? Comment ça se passe en Suède? You asked if a professional filmmaker wants to access these kind of films. Actually, it's quite straightforward. We don't own the copyright of anything, and so we just give them contact information. And then the producer needs to contact the owner of the films to clear it. If it's this is the amateur films, then we need to contact the family directly. If it's films that's under sort of have been publicly made beforehand, it's a copyright organization. Then they give them information that you only need to contact them. We don't help with them. I know the Swedish Film Institute helps them for a fee
to contact the family and so forth. We at the National Library just give the information and you do it. And there are several documentaries. I don't know if anyone has seen the film, the documentary about Olof Palme. There's a lot of our films in that film, but we just gave them the contact information. Donc c'est assez simple finalement. On n'a pas les droits sur les vidéos, donc on fait simplement une mise en contact, une mise en relation. On donne les informations sur les personnes qui ont filmé toutes ces vidéos, les informations de contact, et le réalisateur pourra donc contacter ces personnes ou les organisations ou organismes si ce ne sont pas des particuliers. Mais voilà, tout ce que l'on fait nous, c'est une mise en relation. L'Institut suédois du film a aussi un service payant où ils aident cette mise en relation. Donc, s'il y a besoin d'aide pour contacter les personnes ou les organismes, voilà, c'est un service payant. Voilà, donc s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi fournir ce service d'aide à la mise en relation. Mais en tout cas, à la Bibliothèque nationale, on fait juste, voilà, on donne les contacts et puis après les personnes se débrouillent. J'aurais aimé savoir de quand datent les plus vieilles archives que vous recevez maintenant. Est-ce que vous arrivez encore à avoir des archives des années 1930, 1940 ou maintenant ça va plus 7, 1960, 1970 avec le temps qui passe? Quelles images vous recevez encore? What is the oldest videos that you have? Do you still manage to receive videos from the 30s or 40s, or is it more from the 60s and 70s now? Actually, the oldest film we have is from 1897, something like that. But we are still getting old films also. An issue with the Swedish film heritage is that when it was under the umbrella of the Swedish Film Industries production company that also made a lot of non-feature films. During the Second World War, they felt it was a good idea to move the entire archive out of Stockholm in case it was bombed. But they placed the archive next to a bomb maker, and the bomb maker's factory blew up, and so did the Swedish Film Heritage. So we still receive a lot of films, hunting for films. When it comes to amateur films, we still receive quite a lot, especially from different kinds of institutions and organizations that were not included in the offer. They have realized now that they have a lot of amateur films. So we get films from the old institutions from the 1910s and onwards. Donc la plus vieille vidéo que j'ai date de 1896. Globalement, on reçoit encore de très anciennes vidéos, même des années 1910, voilà, notamment de la part d'organismes, d'institutions qui ont toutes ces vidéos amateurs, ne sachant pas trop quoi en faire. Ils nous les transmettent un peu a posteriori, les ayant gardés pendant plusieurs années, on les reçoit après. Donc on reçoit quand même beaucoup de films anciens, contrairement aux apparences, ce qu'on pourrait penser qu'on reçoit que des films plus récents, mais non, on en reçoit quand même de plus anciens. Si on a encore 2 minutes, je sais qu'on est en retard, mais juste rapidement sur les politiques de collecte de la Bibliothèque nationale. Est-ce que vous faites des campagnes de collecte ou quelles sont vos politiques d'acquisition? Et justement, ces films de voyage, est-ce que vous collectez aussi ce type de cinéma amateur ou vous êtes quand même plus concentré sur le territoire? Voilà, quelle est un peu la politique d'acquisition là-dessus de la Bibliothèque nationale? We talked yesterday. It's a sort of a struggle. I need to confess, within the National Library today, it is
a struggle between two perspectives on how to collect these kind of films. It is quite upsetting to me. I've been 15 years at the National Library of Sweden. I didn't knew that we're going to end up here when it comes to amateur films and film collection and collecting in general. Like in all countries, there's a huge push from the government to be more effective, to save, to have stricter and stricter budgets, which has resulted in that in the National Library of Sweden, we sort of making criteria for what we should collect. And as soon as we have ticked off all the boxes in those criteria, in those sheets with criteria, it makes a decision based on that if we should take the film or not. As you might understand, I have quite strong opinions about that. There is also another side to it at the National Library feels that you can't assess a film or collection, or regardless if it's film, books or manuscripts, that way. You can't tick it off through criteria because they are changing all the time. You need to have their overall understanding of the field, and if this might in the future mean anything for future generations. That's our mission. Just because the criteria today does not fit the bill for these specific films doesn't mean that we should not take them. So it's a huge debate inside the National Library today, actually in Sweden, how to go forward with this. Donc c'est un sujet qui crée des débats en fait au sein de la Bibliothèque nationale parce que c'est le gouvernement donc qui gère cette institution et qui décide des critères de sélection. Donc ça fait 15 ans qu'on fait ça, qu'on collecte des vidéos et on a nos critères donc à respecter. Une fois que ces critères sont tous cochés, eh bien oui, on peut accepter telle ou telle vidéo. Personnellement, je considère que ce n'est pas sur des critères à cocher que l'on décide si oui ou non une vidéo en vaut la peine, parce que les critères sont changeants. Les critères peuvent évoluer au travers des années et d'ici 20 ans, 30 ans, peut-être que les critères ne seront plus les mêmes et on aura regretté de ne pas avoir pris certaines vidéos basées sur les anciens critères. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et je diverge un peu avec cette ligne de conduite du gouvernement qui cherche à cocher des cases, alors que voilà, pour les générations futures, peut-être quelque chose qui ne paraît pas important maintenant le sera par la suite. Et donc c'est ce débat de se dire qu'est-ce qu'on pense pourra servir à des générations futures quand ils regardent là le passé qui est notre présent, qu'est-ce qui leur serait utile en fait. Merci beaucoup. Je pense qu'il va falloir vraiment quitter la salle. Merci à vous pour votre attention et merci beaucoup à Christopher et à Nathalie pour leur présence aujourd'hui. Merci.